Donc moi, je suis Nadine Deboucher, je suis la directrice de l'EHPAD. Et donc moi, je suis Léonore Bourlet, je suis la cadre de santé. Voilà. Donc du coup, je vais commencer. Donc nous avons choisi donc, de travailler sur un événement indésirable, à savoir la chute du fauteuil de confort chez une résidente grabataire de 96 ans, accueillie en hébergement classique. Et la chute a eu pour conséquence une hospitalisation de 8 jours. Pour présenter l'établissement, donc situé dans le Sud Finistère, comme vous l'avez dit, près de Concarneau, donc territoire de santé numéro 2. Et nous accueillons 104 résidents, dont 90 en EHPAD classique, on va dire, et 14 en unité de vie protégée, plutôt donc sur des profils Alzheimer ou apparentés. 4 secteurs de travail, donc sectorisés, donc les coquelicots, les pâquerettes, les violettes, les tournesols. On aime les fleurs ici. Et un élément important comme dans la présentation, c'est que nous n'avons pas de médecin coordonnateur. En revanche, nous travaillons avec l'EHPAD Ocean de Sker, donc dans le cadre d'une direction commune, depuis janvier 2019. Et l'établissement est membre fondateur du GCSMS Comet Bretagne, voilà, qui est très dynamique sur le territoire. Alors, je vais vous présenter le contexte de l'événement. Alors, pour resituer les choses, donc l'événement s'est déroulé donc le 21 novembre 2023. La résidente en question est âgée de 96 ans. Elle est accueillie au logement 112 à l'unité des Coquelicots, donc c'est en hébergement classique. La résidente a été accompagnée vers 7 heures pour les soins d'hygiène et d'habillage. Elle a ensuite été installée au fauteuil confort en position d'équilibre. Ensuite, 2 professionnels de l'équipe soignante sont intervenus vers 8 heures pour l'installer en position assise pour lui permettre de prendre son petit déjeuner dans de bonnes conditions. L'agent hôtelier, lui, est intervenu pour servir le petit déjeuner vers 8h30. Le débarrassage du petit déjeuner a eu lieu au plus tard à 10 heures. La résidente sera retrouvée au sol de manière fortuite vers 10h45 par un soignant. Elle sera ensuite donc réinstallée au lit par 3 soignants, dont l'infirmière contactée par le soignant l'ayant retrouvée au sol. À l'issue de ça, donc, le fils de la résidente sera contacté, ainsi que le médecin traitant, car il y a une forte suspicion de fracture. Le passage du médecin traitant était prévu initialement le jeudi 23, donc 2 jours après. Il passera finalement fin de journée au regard des éléments transmis par l'infirmière. Donc la résidente sera hospitalisée le lendemain car il n'y avait pas de transport sanitaire disponible le 21. Alors je vais reprendre la chronologie des faits. Alors J0, donc le 21, il est 7 heures. C'est l'agent de service hospitalier dans les soins qui intervient dans l'aide aux soins d'hygiène et d'habillage et assure la toilette complète au lit. Ensuite, elle aide la résidente à se lever à l'aide du rail de transfert et l'installe en position d'équilibre. À 8 heures, donc, il y a 2 soignants qui interviennent pour installer la résidente pour le petit déjeuner en position assise. Ce même jour, toujours, entre 8 heures et 8h30, donc l'agent hôtelier intervient pour le service du petit déjeuner et en même temps, ou à quelques minutes de décalage, l'infirmière intervient également pour la distribution et l'administration du traitement. Une fois que la résidente a pris son petit déjeuner, le petit déjeuner est desservi par un agent hôtelier, donc entre 9h15 et 10h. Ce même jour, donc vers 10h45, la résidente est retrouvée au sol dans son logement de manière fortuite. Le soignant appellera l'infirmière qui évaluera l'état clinique, qui évaluera la douleur, les signes de fracture.
La résidente sera réinstallée au lit, donc avec les 3 soignants. L'infirmière, dans la foulée, donc, appelle le fils de la résidente pour le tenir informé de l'événement et prendra contact également avec la maison médicale et le médecin traitant pour programmer un passage. Le médecin traitant intervient en fin de journée et à la consultation suspectera une fracture du fémur et prendra contact avec le fils de la résidente. Alors, le lendemain, à 10 heures, donc la résidente sera hospitalisée par les urgences. Le service des urgences reprendra contact avec une infirmière de la résidence en fin de journée vers 17 heures pour tenir informé donc, que la résidente a bénéficié d'un bilan radio et d'un bilan sanguin. Donc, persiste un doute sur la fracture. Par ailleurs, donc, il y a une anémie qui est mise en évidence. La résidente sera hospitalisée en service de médecine polyvalente. En parallèle, un bilan urinaire aura été fait et aura mis en évidence une infection urinaire. Donc, à J3, donc la résidente sera hospitalisée en médecine polyvalente. Donc, le service confirme qu'il n'y a pas de présence de fracture. En parallèle, elle aura bénéficié d'une transfusion de 2 kg globulaires en lien avec l'anémie. Et 8 jours plus tard, donc la résidente reviendra à l'EHPAD. Donc voilà en termes de chronologie des faits. Alors pour identifier les causes immédiates que nous avons identifiées ensemble, donc c'est le fait que la résidente n'ait pas été réinstallée en position déclive dans le fauteuil du fait de l'absence de l'utilisation du logiciel NetSoin, c'est le logiciel utilisé ici au sein de la résidence. Donc le logiciel n'est pas utilisé par l'équipe hôtelière et donc qui ont amené la chute de la résidente. Alors, après, donc, on a utilisé l'outil, la méthode alarme pour l'analyse des causes. Alors, en lien avec la résidente, ce qui a pu être identifié comme une cause plus profonde, le fait que la résidente ait un état grabataire et présente des troubles cognitifs a été une difficulté pour venir, pour elle, pour appeler. C'est une dame qui présente des troubles du comportement qui se manifestent de plusieurs façons. Elle peut présenter des phases d'agitation physique alternant avec des phases d'endormissement prolongé, où là, donc, elle ne prend pas de traitement, elle ne s'hydrate pas et ne mange pas. Elle tient également des propos incohérents. Il lui arrive de crier, il lui arrive donc d'être apathique et elle est incapable d'alerter. Les cris habituels perdent leur fonction d'alerte en cas de danger et la majoration éventuelle de l'agitation, des cris et des troubles cognitifs sont-ils induits par la douleur ou donc on saura donc les jours qui suivent par l'infection urinaire découverte au service des urgences. D'un point de vue des professionnels, en ce qui concerne les causes, donc les équipes sont positionnées, il y a une équipe de professionnels par unité. Ça arrive que certains professionnels en situation d'effectif réduit soient mobilisés dans d'autres unités. Est-ce que, donc là, c'était le cas ce jour-là, est-ce que tous les professionnels présents avaient l'information que le fauteuil devait être mis en position déclive? Là, ça a été, est-ce que l'information était présente dans le plan de soins de la résidente? En termes d'équipe, la communication équipe infirmière, aide-soignante, hôtelière est effective, mais semble-t-il pas suffisamment efficace. En termes de tâches à accomplir, donc le plan de soins n'est pas mis à jour. La notion de déclive et la contention au lit de 2 barrières ne figuraient pas clairement. L'absence de procédure de conduite à tenir en cas de chute pour l'AS, l'ASH soins et l'infirmière. L'absence de mesures préventives sur les chutes et l'analyse des chutes de manière générale au sein de l'établissement.
et l'absence d'identification des résidents agités à risque de chute et qui nécessitent une vigilance quotidienne particulière. Sinon, concernant l'environnement de travail, donc voilà, la résidente ne bénéficiait pas de coussins anti-glisse sur l'assise du fauteuil. Et en termes d'environnement de travail également, on aurait peut-être pu le mettre dans l'équipe. Un professionnel de l'unité des pâquerettes au rez-de-chaussée était présent à l'unité des coquelicots et un professionnel était absent. En termes d'organisation et de management, l'absence d'utilisation du logiciel NetSoin par l'équipe hôtelière actuellement et donc l'absence de réflexion sur l'accompagnement des personnes grabataires. L'intérêt d'un lever à 7 heures le matin peut s'interroger. Et en termes de contexte institutionnel, l'équipe hôtelière n'est pas formée à l'installation des résidents. Il y a une formation à l'outil NetSoin pour les soignants qu'on n'a pas encore développée auprès de l'équipe hôtelière. Et une chute sans gravité survenue 2 mois avant celle-ci, mais sans conséquence, n'avait pas abouti à une réflexion pluridisciplinaire ni à l'identification du risque. Donc voilà un petit peu l'analyse des causes profondes. Après, en ce qui concerne les barrières, voilà, les couleurs sont voilà, rouge et orange. Les barrières de prévention, donc voilà, il existe des temps de transmission organisés sur la journée qui sont effectifs, mais donc insuffisamment efficaces. Le dossier de soins des résidents est accessible par les professionnels concernés via les tablettes, le logiciel de soins est consultable sur tablette. Et en termes de matériel, donc la résidence dispose de suffisamment de fauteuils roulants et confort pour permettre une installation confortable. En termes de barrières de récupération, nous n'avons pas identifié de barrières. Et les barrières d'atténuation, donc voilà, insuffisamment efficaces aussi. Le passage et la surveillance pluridisciplinaire et la procédure de conduite à tenir en cas de chute qui existe, mais qui n'est pas suffisamment détaillée et à jour. Donc, voilà pour ce qui est de l'analyse des causes. Alors, le plan d'action, alors, les facteurs de risque, donc voilà, identifier les facteurs de risque de la résidente, le risque d'agitation, de chute, des troubles du comportement, de déshydratation, de dénutrition, de douleur et les actions à mettre en œuvre. Donc voilà, tous ces facteurs de risque, c'est l'équipe soignante qui a pour responsabilité de les identifier. Donc c'est fait sur le temps de transmission et mis à jour dans le logiciel de soins, sur le plan de soins et sur le logiciel NetSoin. Et donc, c'était immédiatement le jour où c'est passé. En parallèle, donc, il y a le risque d'agitation, la mise à disposition d'échelles d'évaluation de l'anxiété pour les personnes âgées désorientées. Le pilote, c'est le psychologue qui sensibilise les professionnels lors des temps de transmission. Donc, ça a été le cas pour la situation qui a été vécue, mais qui est réitérée depuis, voilà, en lien avec les résidents qui présentent des situations d'anxiété. La mise à jour du plan de soins de la résidente. Donc, les pilotes, c'est les référents soignants, infirmiers et aides-soignants, par le biais de la mise à jour du plan de soins, donc immédiatement. L'analyse des chutes et communiquer sur les mesures préventives. Donc, l'installation d'un coussin anti-glisse avait été testée et le questionnement sur l'intérêt d'une ceinture de contention pelvienne au fauteuil entre le temps du petit déjeuner et du déjeuner était interrogé. Sur cette thématique, c'est l'ergothérapeute qui pilote cette thématique. Et à ce jour, donc, il n'y a pas d'analyse voilà, interprofessionnelle sur les chutes. Il n'y a pas de bilan de chute fait régulièrement. Et donc, on s'interroge sur le format. Et initialement, c'était programmé sur le second
trimestre 2024, ce sera reporté au dernier trimestre de cette année. Concernant la procédure de conduite à tenir en cas de chute, donc elle est à mettre à jour, elle existe, mais elle n'est pas complète et elle n'est pas suffisamment claire pour réidentifier les rôles et de l'infirmière et de l'aide-soignant par rapport à ce risque. Et en parallèle, donc, il y a les résidents qui bénéficient d'une contention qui est à mettre à jour. Est-ce que voilà, chaque résident bénéficie d'une prescription, de la surveillance associée, de quand date la prescription? Les pilotes, c'est l'équipe infirmière, la cadre de santé et les médecins traitants libéraux. Donc la formalisation de la procédure et la communication sur cette thématique sera communiquée au prochain café qualité qui se tiendra sûrement soit courant d'été ou à la rentrée. Et la dernière thématique, c'est le lien à établir avec la famille. Voilà, quand l'infirmière a contacté le fils de la résidente, s'est posé la question, est-ce que c'est seulement le référent, la personne de confiance? Quelle est la conduite à tenir en cas d'évolution défavorable de l'état de santé de la résidente? Et donc, pour aller plus loin, donc quel positionnement a le fils de la résidente vis-à-vis d'une éventuelle contention? Sur cette thématique-là, on est vraiment sur le projet d'accompagnement personnalisé. Les pilotes, c'est l'équipe soignante, enfin, de manière générale, et plus précisément l'équipe infirmière et la cadre de santé. Et voilà, ces questionnements ont mis en lumière le besoin de faire un état des lieux des dossiers soins des résidents, de l'ensemble des résidents, et de tenir informés les résidents et les familles sur la notion de personne de confiance, de référent familial. Et donc, voilà, on travaille tout ça en comité de qualité qui est restreint, mais voilà, qui a le mérite d'exister. Et donc, on a voilà, commencé la réflexion là au cours du second semestre. Donc, voilà un petit peu le plan d'action qui est en œuvre. Et, euh, et donc là, voilà, enfin, la place des résidents dans cette réflexion. Je laisse la parole à Nadine. Voilà, donc du coup, ça a mis en exergue l'importance des échanges pluridisciplinaires et de justement venir faire un focus sur la place des résidents dans la déclaration d'événements indésirables ou dans l'organisation générale des soins. Donc, ce qui en ressort, c'est qu'il est important d'annoncer le dommage, quel que soit l'événement qui se passe, avec des conséquences légères ou sévères. Et ce travail donc réflexif avec des professionnels, eh bien, se fait aujourd'hui depuis le début de l'année, on va dire, dans le cadre d'une démarche qualité, et on essaye justement de mettre la culture de l'erreur, voilà, à sa place dans un établissement médico-social, et on doit sensibiliser tous les professionnels, voilà, à cette culture. Donc, petit à petit, on y arrive. Le nombre de déclarations augmente au fil des mois, donc c'est plutôt bon signe. En tout cas, on le prend, nous, pour un bon signe voilà, que les professionnels sont rassurés dans le fait qu'il n'y aura pas de jugement derrière une déclaration. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, l'idée aussi, c'est d'être transparent par rapport à l'événement, mais aussi le retour que l'on en fait aux professionnels et de pouvoir échanger également avec les résidents, bien sûr, et les familles qui ont été impactées par cet événement ou pas d'ailleurs. Ensuite, le Conseil de la vie sociale a aussi une place dans cette démarche parce voilà, depuis peu, on a l'obligation de toute façon de faire un retour qualitatif et quantitatif des événements qui se sont déroulés l'année précédente, par exemple. Donc là, on a commencé en avril 2024 à faire un bilan sur tout ce qui s'est passé en 2023. Et il y a eu des échanges par rapport à cela avec les membres du Conseil de la vie sociale. La participation du résident est également
important en amont de l'analyse d'un événement parce qu'il apporte des précisions, des éléments qu'on n'a pas forcément objectivés en équipe. Donc c'est important aussi d'aller voir lui ce qu'il en pense et comment il était avant un événement, par exemple, quand cela est bien sûr possible, voilà, selon les capacités cognitives des résidents et leur envie aussi de partager ces éléments. Et enfin, nous avons donc en place un conseil de maison, voilà, qu'on appelle comme ça. En général, ce conseil de maison a lieu quelques jours avant le conseil de vie sociale, mais c'est plutôt un prétexte d'échange, en fin de compte, avec les résidents et les familles pour qu'ils puissent échanger sur le sujet qu'ils veulent, en fin de compte, sur les prestations, sur l'organisation, sur le matériel. Et certains en arrivent à échanger sur des événements indésirables, voire des plaintes, parce que on est un peu sur le même registre, et on les met à l'ordre du jour du CVS prochain pour justement échanger en, en équipe ou avec les familles, les représentants, pour essayer de trouver des solutions. Et il y a toujours une réponse de donner aux résidents qui ont posé la question ou aux familles qui ont posé la question. Voilà, c'est vraiment la place que l'on donne aux résidents. C'est toujours, voilà, on a remarqué que on était gagnant en fin de compte d'être transparent et de les associer à nos réflexions. Et enfin, pour aller plus loin, cet événement et d'autres que l'on a analysés nous a permis bien, de sensibiliser aussi les professionnels au matériel de façon générale. Par exemple, l'ergothérapeute est intervenu sur les couchages sécurisés, les sécuridraps, auprès de l'équipe de nuit, voilà, à 2 reprises, donc en fin 2023. Donc, voilà, ce rétexte-là a permis de mettre en évidence l'importance de venir justement former et sensibiliser les professionnels et notamment les nouveaux professionnels à l'utilisation du matériel. Et que c'est pas parce que c'est écrit dans Netsoin que c'est forcément intégré et mis en œuvre. Enfin, les échanges ont permis aussi d'être vigilants sur les pratiques relatives à la contention. Donc, c'est vraiment une question hein, qui est vraiment, voilà, à un moment ou à un autre, on est confronté à cette question. C'est un questionnement éthique. Et d'ailleurs, voilà, Éléonore a trouvé un outil hein, sur Internet. Parfois, il faut aller chercher hein, des aides extérieures. Et c'est vrai que cet outil, l'aide à la décision de la mise en place d'une contention physique, aujourd'hui est très utile. Je la laisse nous en parler. Voilà, en quelques mots, voilà, c'est un support qui vient guider la réflexion qu'on utilise voilà, en équipe pluriprofessionnelle, hein, soignants, ergo, infirmiers. Et donc, on vient, dans un premier temps, voilà, identifier les principales raisons de la demande. Donc là, on vient noter risque de chute, enfin, chute à répétition, enfin, glissade. Voilà, on vient détailler les choses. Puis, dans un premier temps, on vient explorer qu'est-ce qu'on a comme alternative à la contention physique. D'abord, l'alternative liée à l'approche médicale et infirmière, les alternatives liées à l'adaptation de l'environnement et liées à l'accompagnement humain. Donc là, on vient re-questionner hein, nos pratiques. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de différent avant d'envisager la contention. Et après, on vient identifier le type de contention envisagée et identifier les bénéfices et les risques, ce qui vient voilà, permettre de faire la balance. Et donc voilà, la réflexion, elle est transmise au médecin traitant qui, lui, a aussi des arguments pour voilà, venir prescrire ou non la contention. Et voilà, c'est un outil voilà, qui est vraiment une aide. Donc voilà le petit outil qu'on a trouvé. Mm. Voilà, et puis de plus, donc la sensibilisation également, parce que le rétex a montré que la personne, la résidente concernée était plutôt anxieuse, hein, avait un tempérament anxieux, voire dépressif. Donc ça nous a permis aussi de mettre en évidence ce besoin auprès des professionnels de les sensibiliser justement à ces troubles dépressifs. Donc ça, c'est fait par le psychologue depuis le 12 juin.
il y aura plusieurs sessions de planifier sur l'année pour essayer de toucher le maximum de professionnels. Et voilà, ça c'est une action qui est en lien avec bien cet événement. Et du coup, on est aussi dans une démarche plus générale de mise en œuvre d'une démarche qualité depuis le début de l'année. Donc, nous sommes accompagnés par une qualiticienne depuis aussi le début de l'année. Donc, elle vient une fois par mois. Et c'est vrai qu'on essaye de provoquer des moments d'échange entre les professionnels pour qu'ils se questionnent en fin de compte sur leurs pratiques quotidiennes. Et c'est vrai que de faire des CREX ou des RETEX permet justement d'avoir des outils, vraiment une méthode. En fin de compte, ce Challenge for Apps, c'est la première fois qu'on y participait. C'était pour nous un prétexte d'enclencher cette démarche-là, en fin de compte, et de prendre tout de suite la bonne méthode et la bonne façon de faire. Bon, a priori, on n'est pas trop mal, mais c'est vrai qu'on peut toujours s'améliorer et donc continuer dans cette démarche-là va nous permettre de questionner en fin de compte nos pratiques, quel que soit le sujet en fin de compte. Et enfin, donc, on met en place aussi des cafés qualité. Donc là, il y en a eu deux également en juin, et qui ont touché donc 45 personnes, par exemple, sur des thématiques différentes. Là, c'était des thématiques sur la nutrition, sur les urgences et sur justement l'équipe hôtelière et leur mission. Donc, on va continuer aussi sur ces mises en place de café qualité c'est un moment aussi convivial qu'on essaye de rendre, voilà, sympa pour tout le monde, parce que parler qualité, bon, parfois ça peut faire peur, donc on essaie de rendre ça un peu plus fun, comme on dirait. Et enfin, donc, pour revenir sur la place des résidents, c'est vraiment aussi un objectif que l'on se fixe de co-construire les projets personnalisés avec eux, quand c'est possible, bien sûr, ou d'inclure les familles ou les référents familiaux, en tout cas, quand c'est possible également. Mais en tout cas, l'idée, c'est de s'améliorer aussi sur cette participation au maximum des personnes concernées. Voilà, tout simplement. Voilà. Merci.